Dans les profondeurs de l'espace, les scientifiques ont repéré un objet. C'est un astéroïde, et il se dirige droit sur la Terre. Les chiffres étaient sans équivoque. La probabilité d'un impact avec la Terre était de 100%. L'astéroïde se déplace à une vitesse phénoménale. Mais on ignore où et quand il heurtera la Terre, ainsi que les dégâts qu'il occasionnera. L'alerte générale est donnée. Nous avons reçu un message d'alarme dans la cabine de pilotage. Il y a eu des déflagrations. L'arrêt ferroviaire numéro 6 au cœur du désert soudanais. Ceux qui s'égarent dans le désert risquent de mourir. Les débris de ce corps céleste comportent des informations vitales pour l'avenir. Car un tel phénomène se reproduira. L'arrêt ferroviaire numéro 6 au cœur du désert de Nubie. À bord de son véhicule, le scientifique Mouawaya Shaddad affronte une violente tempête de sable. Ces tempêtes surviennent brusquement et peuvent durer plusieurs jours. La visibilité est réduite et le 4x4 progresse péniblement. Personne ne s'aventure dans pareille tourmente sans raison. Mais un astéroïde s'est écrasé dans la région. Et les scientifiques veulent effectuer des recherches avant que la tempête n'efface toutes les traces. Arrivé sur le site présumé de l'impact, Mouawaya Shaddad pose un repère. Les événements extraordinaires qui l'ont conduit jusque dans le désert sont survenus quelques semaines plus tôt. 6 octobre 2008. L'astronome Richard Kowalski se rend à son travail, au Catalina Sky Survey, un centre d'observation du ciel situé sur le mont Lemmon en Arizona. Ce soir-là, j'ai lancé le programme d'observation du télescope dès la nuit tombée. Ce télescope est censé détecter la moindre menace en provenance de l'espace. L'observatoire est relié à un réseau de télescopes disséminés à travers le globe. Chaque nuit, nous examinons différentes parties du ciel à la recherche d'objets géocroiseurs. Ce sont des astéroïdes ou des comètes qui croisent à proximité de notre planète et qui risquent un jour de s'abattre sur la Terre. Un de ces objets a entraîné l'extinction des dinosaures et nous ne voulons pas subir le même sort. Mais la tâche des scientifiques est considérable, car chaque nuit, le réseau de télescopes ne peut observer que 5% de la voûte céleste. Les ordinateurs programment les recherches en quadrillant l'espace. Le facteur chance intervient dans nos recherches, bien que nous nous efforcions de couvrir l'ensemble du ciel. Et ce soir-là, la chance sourit à Richard Kowalski. Cette nuit-là, j'ai orienté le télescope de manière à obtenir 4 images d'une région située entre la galaxie d'Andromède et la constellation des Poissons. Le programme prend un premier cliché de cette partie du ciel, puis un autre environ 15 minutes plus tard. Le logiciel superpose des images. Puisque les étoiles restent fixes, le moindre mouvement devient perceptible. La première observation a été relevée vers 22h30. Il ne s'agissait pas d'un rayonnement cosmique, ni d'interférence dans nos caméras. C'était clairement un corps céleste. Richard a repéré un astéroïde. La plupart du temps, il ne constitue pas une menace. Mais mieux vaut en avoir le cœur net. Il ressemblait à n'importe quel autre astéroïde. J'ai informé le centre des objets mineurs que j'avais repéré un objet géocroiseur. Après avoir transmis les données, Kowalski reprend son travail. Trois heures plus tard, à Boston, Tim Sparr, le directeur du centre des objets mineurs, entame sa journée. Je consulte généralement mon courrier électronique dès mon réveil. À peine levé, je m'installe derrière l'écran avec un café pour lire les informations que les ordinateurs du MPC ont reçues pendant la nuit.
Ce matin-là, j'ai vu que le centre d'observation de Catalina avait découvert un objet. Mais ce nouvel objet a quelque chose d'intrigant. Les ordinateurs du centre ont tourné toute la nuit sans parvenir à calculer l'orbite de l'astéroïde. Tim Sparr se met au travail. Il a fallu que j'utilise quelques astuces pour déterminer son orbite. Mais lorsque j'y suis parvenu, j'ai reçu un message d'alerte en bas de mon écran qui disait que l'astéroïde suivait une trajectoire qui se rapprochait dangereusement de la Terre. Lorsqu'on est un scientifique, c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Les calculs de Tim Sparr révèlent que l'astéroïde suit une orbite de collision avec la Terre. Personne n'a jamais observé un tel phénomène. Mais ces calculs sont-ils exacts? Suivant le protocole, Tim contacte l'expert mondial en la matière, Steve Chesley, du laboratoire de propulsion de la NASA en Californie. Si un objet se rapproche et menace de percuter la Terre, Steve est la personne à contacter. Il n'arrive pas tous les jours que le directeur du centre des objets mineurs vous appelle sur votre téléphone portable en dehors des horaires de bureau. Il m'a dit, nous avons repéré un astéroïde qui semble suivre une trajectoire de collision avec la Terre. Je lui ai dit toute go que quelque chose allait percuter la Terre. Il m'a demandé, pour de vrai? Oui, pour de vrai. Alors je prends. Et je lui ai transmis les données. Je brûlais d'impatience d'arriver au bureau pour vérifier la nouvelle. Au laboratoire, Chesley rentre les données de la trajectoire dans son ordinateur. Et en effet, les détails relatifs à l'orbite de l'astéroïde confirment qu'il se dirige droit vers la Terre. Même lors de simulations, je n'avais encore jamais vu apparaître le nombre 1,000. Les chiffres étaient sans équivoque. La probabilité d'un impact avec la Terre était de 100%. Chesley lance de nouveaux calculs afin de déterminer la vitesse de l'astéroïde et le moment de l'impact. Il découvre que l'objet se rapproche à une vitesse de 45 000 km/h et qu'il percutera la Terre dans une douzaine d'heures. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un astéroïde qui suit une trajectoire de collision avec la Terre a été repéré. Mais où va-t-il s'écraser? Pour le savoir, nous devons suivre sa trajectoire et calculer le moment précis où il se trouvera à une altitude donnée afin de faire le rapprochement entre sa position et l'orientation de la Terre au même moment. Grâce à ces éléments, nous pouvons déterminer la région où aura lieu l'impact. Il s'est avéré que l'astéroïde allait s'écraser dans le nord du Soudan, dans une région proche du Nil. L'astéroïde se rapproche. Il s'écrasera à 5h46 précise, heure locale. Nous avons communiqué l'information aux astronomes tout en surveillant la trajectoire et la progression de l'astéroïde. Au fil des heures, nous recevions des centaines d'observations en provenance des 4 coins du globe. Un groupe de travail utilise les variations de l'intensité lumineuse de l'objet pour déterminer sa forme et sa vitesse de rotation. Grâce aux données informatiques, l'astéroïde prend forme. Les scientifiques lui donnent même un nom, TC3. Finalement, l'information parvient jusqu'au Soudan. Mouawaya Shaddad, un astronome de l'université de Khartoum, est l'un des premiers à apprendre la nouvelle. Il pouvait tomber n'importe où, mais il arrive droit sur nous, au Soudan. Shaddad vérifie les coordonnées afin de localiser le lieu d'impact prévu. Les nouvelles sont bonnes. Il s'agit d'une région isolée du désert située à l'extrême nord du pays. Mais la zone est habitée et il est difficile de prévenir la population. C'est une contrée tellement retirée qu'elle ne dispose quasiment d'aucun moyen de communication. Je sais qu'aux États-Unis, vous avez tous des téléphones mobiles et des réseaux Internet. Mais cette région est complètement coupée du monde. C'est impossible. La population du nord du pays n'est donc pas consciente du danger qui la menace. Pendant ce temps, aux États-Unis, Tim Sparr s'efforce de déterminer la taille exacte de l'astéroïde.
Il base ses calculs sur les relevés de son intensité lumineuse. Mais quel dégât l'impact va-t-il provoquer? J'espérais qu'il s'agissait d'un objet de petite taille, et ce fut le cas. S'il avait eu 500 mètres de diamètre, la nouvelle m'aurait anéanti. L'astéroïde a approximativement les dimensions d'un camion et pèse environ 80 tonnes. Il n'entraînera pas d'extinction, mais il provoquera une puissante déflagration. Dans l'espace, les satellites balayent le secteur critique. Au même moment, au Soudan, Issa Ali Hassan mène son troupeau de chameaux au cœur de la zone d'impact. À l'heure prévue, l'astéroïde entame son approche finale. Après plusieurs millions d'années passées dans l'espace, il s'apprête à percuter la Terre. Peu de temps après la prière, la boule de lumière a explosé. Elle a illuminé toute la région. Pendant 3 ou 4 minutes, il y a eu des déflagrations. L'astéroïde TC3 entre dans l'atmosphère à la vitesse de 12 km par seconde. Les frottements génèrent une température proche de celle du Soleil. Il commence à se disloquer, avant d'exploser en libérant la puissance d'une petite bombe nucléaire. Par chance, il se désintègre à plusieurs kilomètres du sol, sans faire de victimes. Un habitant de la région parvient même à filmer le panache de fumée sur son téléphone mobile. Depuis l'espace, les satellites ont également enregistré l'explosion de TC3. Pour la première fois dans l'histoire, les scientifiques ont repéré un astéroïde dans l'espace et suivi sa trajectoire jusqu'à son lieu d'impact. Je m'étais dit que ça n'arriverait pas au cours de ma carrière. Je n'imaginais pas que nous allions découvrir un objet qui viendrait s'écraser sur Terre quelques jours plus tard. Mais ce scénario pourrait bien se reproduire. Notre système solaire abrite des millions d'objets célestes dans la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Ils sont encore plus nombreux au-delà de Neptune, dans la ceinture de Kuiper. Les collisions de matière sont fréquentes dans ces régions du système solaire. À tout moment, des fragments peuvent subir la gravité de Jupiter et emprunter une orbite qui, au terme de plusieurs millions d'années, les conduira à s'écraser sur notre planète. Si nous voulons prévenir ce type de danger dans le futur, il est essentiel que nous puissions déterminer la structure des astéroïdes. Après l'impact de TC3, le scientifique Peter Jenniskens entreprend d'aller récolter des fragments de l'astéroïde, ce que l'on appelle des météorites. Nous avions l'opportunité de recueillir des météorites au sol provenant d'un astéroïde que nous avions observé dans l'espace avant qu'il ne nous percute. Les scientifiques savent à quoi ressemblait TC3 dans l'espace. La présence de fragments au sol les aidera à découvrir la composition d'autres astéroïdes provenant du cosmos. Mais pourront-ils en trouver ? Je ne savais pas à quoi m'attendre au Soudan. J'ignorais s'il était possible de partir de Khartoum pour me rendre sur le site où les météorites auraient pu tomber. Jenniskens contacte le professeur Mouawaya Shaddad sur place au Soudan. Ce dernier a déjà planifié une expédition dans le désert afin de récupérer ce qui peut encore l'être. Il n'a pas hésité une seconde à nous rejoindre. J'ai trouvé ça très courageux de sa part. J'appréhendais un peu le fait de me rendre au Soudan pour mener une opération de cette envergure, mais il fallait absolument que ce soit fait. Quelques jours plus tard, Shaddad et Jenniskens se retrouvent à Khartoum pour finaliser les derniers détails de l'expédition qui les mènera dans le désert, à la recherche des fragments de l'astéroïde. Je ne savais pas quel genre de vêtements il fallait que j'emporte, ou la quantité d'eau que nous devions prévoir, ni même s'il faisait chaud ou froid dans le désert.
Avec 6 jours de vivres, l'expédition quitte Khartoum, en direction du désert de Nubie, l'une des régions les plus reculées d'Afrique. Le voyage dure 2 jours, sous la chaleur et dans la poussière. Dans ce vaste territoire vierge, le convoi se dirige grâce aux coordonnées satellites de la NASA. Tandis qu'ils se rapprochent du site, les scientifiques rencontrent les premiers témoins oculaires de l'explosion. Une météorite a explosé dans le ciel au niveau de l'arrêt ferroviaire numéro 6. Vous avez vu quelque chose? Un grand anneau de lumière s'est formé dans le ciel. L'intensité nous a réveillés. Nous avons eu très peur. Nous nous sommes demandé si c'était la fin du monde. Alors tout le monde est allé se mettre à l'abri dans les maisons. En cours de trajet, l'expédition est rejointe par un groupe d'une 50aine d'étudiants de l'université de Khartoum. Leur aide sera précieuse pour les recherches. Le convoi se dirige vers l'arrêt ferroviaire numéro 6, un avant-poste isolé du désert, proche de l'endroit où l'astéroïde a explosé. C'est là que l'expédition établira son camp de base. Janice Kent se met immédiatement au travail. En se basant sur le cliché pris par le téléphone mobile, il cherche à calculer l'altitude à laquelle l'explosion a eu lieu. Il en conclut que l'astéroïde s'est désintégré à 37 km au-dessus du désert. Je me souviens m'être dit que personne n'avait encore retrouvé de météorite provenant d'une explosion à pareille altitude. À présent, les chances de retrouver des fragments de TC3 paraissent encore plus minces. Au petit matin, les membres de l'expédition découvrent qu'une tempête de sable s'est abattue sur le site. Les équipes se préparent, mais en vain. Les tempêtes de sable sont quasiment imprévisibles et extrêmement dangereuses. Ce contretemps est fâcheux. L'équipe ne dispose que de 6 jours de vivres et les conditions semblent se dégrader. Il me paraît impossible d'effectuer des recherches. Soucieux d'optimiser le temps, Shaddad décide de placer des balises dans le désert afin que les étudiants puissent facilement repérer les zones de recherche si le temps se lève un jour. Mais les scientifiques craignent surtout que la tempête n'efface d'éventuelles traces d'impact. J'ai eu un réveil très agité ce matin. Je m'attendais à ce que nous récoltions une moisson de météorites et regardez ce spectacle. C'est effroyable. Je crains que les vents de cette tempête n'effacent une grande partie des contours du cratère formé par l'impact de la météorite. De nombreux fragments vont disparaître. L'équipe n'a plus qu'à prendre son mal en patience. De longues heures s'écoulent, puis la tempête s'apaise. Les recherches peuvent enfin commencer. La découverte du moindre fragment pourrait fournir des informations cruciales sur la manière de défendre la planète contre de futurs impacts. Les équipes se déploient sur le terrain en respectant la trajectoire de l'astéroïde. Une vingtaine de mètres séparent chaque étudiant, le long d'une ligne qui s'étend sur près d'1 kilomètre. Chacun cherche des pierres d'aspect inhabituel ou des cratères laissés par l'impact des météorites. Nous n'avons pu mener que 2 heures de recherche aujourd'hui. Mais j'espère vraiment que quelqu'un va s'écrier « J'en ai trouvé une ». Ce serait bon pour notre morale. Mais les équipes rentrent bredouilles. À présent, chacun se rend compte de l'immensité de la tâche qui les attend. Le lendemain matin, le professeur Shaddad est impatient de reprendre les recherches. Nous voulons démarrer le plus tôt possible parce que nous craignons que le vent se lève vers 10 heures du matin et nous replonge dans la même situation qu'hier. Le temps a l'air de tenir
Et chaque membre de l'équipe a hâte de se rendre sur le terrain pour être le premier à découvrir une météorite. Shaddad a prévu de balayer une zone de 10 km² par jour. Tout le monde brûle d'impatience. Le problème, c'est que personne ne sait à quoi ressemble une météorite. Au moindre caillou noir ou blanc, on nous appelle. Il faut se ruer de là à là, d'une personne à l'autre, le long d'une file d'1 kilomètre. Dans le désert, les recherches demandent de la concentration et beaucoup de marche à pied. Finalement, après des heures d'exploration et plusieurs fausses alertes, l'équipe touche au but. Qui l'a trouvé? Félicitations. Dès que je l'ai aperçue, j'ai su qu'il s'agissait d'une météorite. Elle était enveloppée d'une jolie petite croûte de fusion. Je n'en croyais pas mes yeux. Je prends une photo des coordonnées de la météorite pour les archives. Je prends aussi une photo de la personne qui l'a découverte. Comme ça, si certaines informations s'égarent, le mérite lui reviendra toujours. Le vénard. À présent, l'équipe sait qu'elle est sur la bonne piste. D'ailleurs, les découvertes ne tardent pas à s'enchaîner. Nous en avons trouvé une autre dans le groupe 4. Le groupe 4? Oui, le groupe 4. Ok, on arrive. Cela revient à trouver une aiguille dans une meule de foin. Cette région est immense. Qui l'a trouvée? Merci. Janice Kens identifie les météorites grâce à la croûte de fusion, un fin vernis noir qui enveloppe chaque échantillon. Cette croûte est le résultat de la chaleur intense générée par l'astéroïde lors de sa traversée de l'atmosphère. Voici un fragment d'astéroïde, un objet qui vient de l'espace. Si la NASA devait concevoir une mission destinée à rapporter un échantillon d'astéroïdes sur Terre, elle engagerait des moyens colossaux, car ce serait une entreprise complexe, extrêmement complexe. Mais surtout, la quantité de matière que cette mission serait en mesure de prélever n'excéderait pas le gramme, ce qui est très peu. Cette pierre nous console de la journée d'hier. L'équipe a déjà récolté une boîte pleine d'échantillons. Mais Shaddad et Janice Kens veulent en trouver davantage afin de se représenter l'astéroïde dans son intégralité. Nous pourrions peut-être pousser nos recherches vers le sud. Dès l'aube, les recherches progressent d'1 kilomètre vers le sud. Mais le désert ne facilite pas les déplacements, notamment lorsqu'ils se font en autocar. La décision d'étendre la zone de recherche s'avère payante. Les équipes font une moisson de météorites, mais leur matière diffère. Certains échantillons sont fragiles et friables. Là, D'autres, en revanche, sont plus robustes. C'est très intéressant. Ce spécimen semble indiquer que ces échantillons proviennent d'une certaine partie de l'astéroïde. Tout porte à croire que TC3 était constitué d'un mélange de matières. Une composition qui intrigue Peter Janice Kens. c'est incroyable, non? Qu'est-ce que c'est? Je n'en ai aucune idée. On dirait une météorite à cause de la croûte de fusion. Elle a des reflets verts. On a vu des choses étranges, mais ça, c'est vraiment nouveau. Petit à petit, les deux scientifiques reconstituent l'image de l'astéroïde TC3. Un objet tout à fait inhabituel.
Ce soir-là, au camp de base, ils mettent en lumière un nouvel élément du puzzle. Nos recherches initiales se concentraient sur une zone d'1 kilomètre en amont de la trajectoire. La plupart des fragments sont retrouvés en dehors de la zone que l'astéroïde a survolée. Mais aujourd'hui, nous avons découvert que la plupart des météorites se trouvent en aval de la trajectoire. Si nous voulons récolter un maximum d'échantillons, il faut nous concentrer sur la partie la plus dense ici. L'astéroïde semble donc avoir emprunté une trajectoire située 1 kilomètre plus au sud que prévu. La NASA se serait-elle trompée dans ses calculs ? Ce secteur est censé être au centre de la trajectoire de la météorite. C'est là que nous devrions trouver le plus d'échantillons. Numéro 219. Nous sommes au cœur de la zone. Les météorites sont tombées dans un secteur qui s'étend d'ici jusqu'à la voie ferrée. Je n'ai plus qu'à me rendre d'un étudiant à l'autre. Comme vous pouvez le voir, ils sont nombreux à attendre. En route pour le numéro 220. À présent, les équipes récoltent des dizaines de météorites. Mais au fil des heures, les échantillons se font plus rares. Nous sommes à 3,5 km au sud du secteur. Et les recherches piétinent. Compris? Reçu. Est-ce que les étudiants peuvent progresser de 500 mètres supplémentaires pour nous assurer qu'il n'y a plus de fragments? L'expédition touche à sa fin. Mais les découvertes laissent les deux scientifiques perplexes. De retour à l'université de Khartoum, ils se mettent immédiatement au travail. Ils commencent par peser les échantillons et mesurent leur densité. 4,41 g. Les premières mesures indiquent que la densité de certains échantillons est extrêmement faible, inférieure à celle de la craie solide. Mais les fragments ne sont pas uniformes. Chaque fois que je déballe un de ces paquets, c'est Noël. Je découvre quelque chose de nouveau. L'astéroïde TC3 est manifestement un objet extraordinaire. Un mélange fragile de différents types de roches. Mais comment s'est-il formé? Et s'agit-il d'un spécimen représentatif de ce qui pourrait menacer la Terre dans le futur? Les deux scientifiques décident de collaborer pour l'analyse des échantillons et en envoient une partie aux États-Unis. Les météorites arrivent au Carnegie Institution de Washington, D.C. Sur place, Andrew Steele commence à étudier la composition étrange de l'astéroïde. Il n'a encore jamais rien vu de semblable. En gros, cet objet ressemble à un conglomérat de petits déjeuners qui aurait cuit pendant 2 jours sur une cuisinière au gaz. Il est littéralement carbonisé. À l'aide d'un puissant spectromètre laser, Andrew Steele dirige ses recherches sur la teneur en carbone de l'astéroïde. La largeur de ce pic nous donne une indication des hautes températures que cette météorite a traversées. Sur ce graphique, ce pic indique une température avoisinant les 1000 degrés centigrades, ce qui représente 150 à 200 degrés de plus que tout ce que nous avions vu jusqu'à présent. Ces échantillons proviennent du cœur de la météorite, ce qui indique que l'astéroïde était déjà formé quand il a été soumis à ces hautes températures. Steele décide de faire une analyse approfondie de la matière à l'aide d'un microscope. Il coince un échantillon entre 2 lamelles et fait une observation cruciale. Lorsque j'ai voulu remettre la lamelle sous le microscope, j'ai remarqué des rayures sur le verre. Les structures susceptibles de rayer le verre sont assez rares. Andrew Steele examine au microscope les rayures laissées sur le verre. J'ai observé les sillons et les particules qui les ont creusés. Après analyse, j'ai découvert qu'il s'agissait de diamants. L'échantillon contient des diamants. Et ces diamants portent encore les traces de la force de pression brutale qui les a façonnés. Pour vous donner une idée, ces diamants sont soumis à une pression identique à celle que subirait un corps s'il était enfoui sous 6 km de roche. Nous avons analysé des centaines de météorites, mais ces spécimens se démarquent car ils ont traversé des conditions cataclysmiques.
Les traces laissées par les hautes pressions et les températures élevées laissent supposer que l'astéroïde TC3 s'est formé à la suite d'un impact gigantesque. Sa composition étrange semble être le fruit d'une collision entre deux objets célestes qui auraient engendré de nombreux fragments. Mais alors, quelle est la probabilité qu'un astéroïde comme TC3 se dirige vers la Terre dans le futur? C'est une question à laquelle tente de répondre Janice Bishop, du SETI, le centre dédié à la recherche d'une intelligence extraterrestre. Elle compare le spectre de la lumière réfléchie par les fragments de TC3 avec celui des astéroïdes que l'on observe dans l'espace. Les astéroïdes sont regroupés en différentes classes en fonction de leur apparence. Ici, nous avons les spectres de différents types d'astéroïdes. Le spectre de la météorite que nous venons de mesurer apparaît en vert clair et celui d'un astéroïde de classe F en vert foncé. Vous remarquerez que le spectre de la météorite est celui qui correspond le plus à celui de l'astéroïde de classe F. Les mesures prises sur TC3 sont quasiment identiques à celles des astéroïdes de classe F. Janice Bishop en déduit donc que TC3 appartient également à la classe F. La plupart de ces astéroïdes sombres sont déjà connus. Et à présent, Bishop est convaincu qu'ils présentent les mêmes caractéristiques que TC3. Aussi étonnant que cela puisse paraître, l'étude de l'orbite de TC3 permet aux scientifiques d'identifier un autre astéroïde de classe F qui pourrait constituer une toute autre menace. Nous pouvons retracer l'origine de la matière qui constitue cet objet jusque dans la région de la ceinture d'astéroïdes où il s'est formé. En se basant sur sa trajectoire d'approche de la Terre, les scientifiques déterminent l'orbite de TC3 à travers le temps et remontent jusqu'à la région du cosmos où il s'est formé. Le trajet mène jusqu'à un astéroïde de classe F, connu sous le nom de 1998 KU2. Cette découverte en dit long sur les origines de TC3, mais elle permet aussi d'identifier une nouvelle menace potentielle. Il y a plusieurs milliards d'années, deux grands corps célestes se sont percutés et ont éclaté en morceaux. L'un de ces morceaux, TC3, a quitté l'essaim de débris et a fini par emprunter une trajectoire de collision avec la Terre. Mais selon les scientifiques, l'astéroïde KU2 devrait décrire une orbite similaire. Compte tenu de ses dimensions, 2,5 km de large, il représenterait une menace sérieuse pour notre civilisation. Il faudra donc le surveiller de près. Mais comment pourrions-nous nous défendre contre un astéroïde de ce type? Les recherches dans le désert soudanais ont prouvé que TC3 ne s'est pas comporté exactement comme prévu. Les météorites que Peter Jeniskens et Mwawaya Shadad ont retrouvées étaient disséminées dans un secteur bien plus au sud que celui annoncé par la NASA. Les météorites se trouvaient plus au sud que prévu. Les vents n'expliquent pas cet écart. Normalement, ils influencent la trajectoire de vol des météorites, mais dans le cas présent, le vent était faible. Le fait que TC3 se soit comporté différemment que prévu a nécessairement une incidence sur les prévisions concernant la trajectoire d'astéroïdes futurs. Mark Boslow est un expert en matière d'explosion de corps célestes. Il peut déterminer ce qui se produit au moment de l'impact, en se basant sur les données concernant la trajectoire des astéroïdes. À l'aide des superordinateurs des laboratoires Sandia au Nouveau-Mexique, il cherche à comprendre comment et pourquoi certains astéroïdes libèrent une telle puissance en explosant dans l'atmosphère. On associe rarement l'énergie cinétique à un phénomène puissant. Mais dans le cas d'un corps se déplaçant à la vitesse d'un astéroïde, la quantité d'énergie contenue dans une tonne de matière excède largement la quantité d'énergie contenue dans une tonne d'explosifs. Mark Boslow a démontré que la pression engendrée au moment de l'entrée dans l'atmosphère pouvait entraîner l'explosion des astéroïdes à faible densité. En se désagrégeant, ils peuvent déclencher de violentes détonations, aussi puissantes qu'une explosion nucléaire, s'il s'agit de gros astéroïdes. Pour la première fois, grâce à TC3, Boslow peut comparer ces simulations avec ce qui s'est réellement passé.
Dans ce cas précis, nous disposions des propriétés qui précèdent l'impact. Je savais que l'angle d'impact était de 20 degrés et que l'astéroïde se déplaçait à une vitesse de 12,4 km/s et j'avais une estimation de sa masse. Je me suis servi de ces données pour initialiser mes simulations et modéliser un phénomène qui s'était réellement produit. En simulant l'impact, Boslow espère comprendre pourquoi TC3 a explosé si haut dans l'atmosphère et expliquer son écart de trajectoire. Les témoins oculaires ont évoqué une série d'explosions. Il y a eu des déflagrations. J'ai entendu des bruits. On aurait dit des pulsations lumineuses d'une assez forte intensité. Et les astéroïdes sont des objets complexes. Leur densité varie d'un endroit à l'autre et leur forme est très inhabituelle. Et certains morceaux peuvent se détacher en rentrant dans l'atmosphère. On n'assiste donc pas à une explosion unique, mais plutôt à un morcellement de la structure. C'est un phénomène bien plus complexe que ce que l'on peut imaginer. La série de déflagrations s'explique par la forme et la structure complexe de TC3. À cause de sa faible densité, l'astéroïde a explosé à haute altitude. D'après les analyses, ces différents facteurs auraient contribué à le faire dévier de sa trajectoire. Les prévisions du laboratoire de propulsion à réaction de la NASA étaient d'une précision remarquable. Pour déterminer à quelle altitude cet astéroïde allait exploser, il aurait fallu disposer d'informations complémentaires. Afin de prévoir les risques futurs, Mark Boslow effectue des simulations à partir d'objets de composition identique, mais dont la taille est nettement plus importante. Il en déduit que l'explosion d'un astéroïde de classe F d'une quarantaine de mètres de long dégagerait la puissance d'une bombe à hydrogène. L'analyse de TC3 nous a enseigné que pour comprendre le comportement d'un astéroïde, il était indispensable d'en connaître la composition. Et cela a une incidence sur la manière de nous défendre contre une menace future. David Dearborn a passé beaucoup de temps à étudier cette question. Ce physicien travaille au laboratoire Lawrence Livermore dans la région de San Francisco. Dearborn est convaincu que le meilleur moyen de faire dévier un astéroïde se dirigeant vers la Terre serait de déclencher une explosion nucléaire. Afin de calculer la puissance nécessaire, il s'appuie sur des tests effectués dans le Nevada. Ces expériences ont été menées dans le but d'utiliser le dispositif nucléaire à des fins civiles. Depuis 40 ans, Dearborn s'efforce de tirer parti de ces expériences. Ses recherches ont démontré qu'il était vital de connaître la composition des astéroïdes. Dans ce cas précis, il ne s'agit que d'un oreiller. Mais sa faible densité démontre à quel point il serait difficile de détourner un astéroïde de sa trajectoire. Le projectile n'a quasiment aucun effet sur l'oreiller. La balle se contente de le traverser sans réellement imprimer de mouvement. Si la balle était remplacée par une tête nucléaire, le phénomène serait identique. Il faudrait que l'objet soit constitué d'une matière beaucoup plus dense, comme du gravier, du sable ou de la terre compacte, pour que l'impact ait un effet satisfaisant. Un astéroïde plus dense se comporterait différemment. Un objet plus consistant offrirait une plus grande résistance aux projectiles qui le traversent. Si la surface de l'astéroïde est plus dense, il subira une grande partie de l'énergie développée par le projectile. Mais certains astéroïdes d'une structure identique à celle de TC3 risqueraient de se briser en petits morceaux sans changer de trajectoire, ce qui ne ferait qu'accroître le danger. La réaction d'un astéroïde soumis à un impact ou à une explosion nucléaire dépend véritablement des propriétés mécaniques de la roche qui le constitue. Le résultat diffère selon qu'il s'agit d'une roche fragile, d'un amas de gravats clairsemés ou d'agrégats denses. Et les corps comme TC3 nous permettent de faire le lien entre la nature des roches que nous observons dans l'espace et celles dont nous disposons sur Terre. S'il connaît la composition d'un astéroïde, David Dearborn estime être capable de concevoir un dispositif nucléaire susceptible de le faire dévier de sa trajectoire.
mais il lui faudra du temps pour le mettre au point. En matière d'astéroïdes, il serait préférable d'utiliser l'arme nucléaire plutôt que de laisser la nature suivre son cours. C'est une technologie que nous maîtrisons. Je ne suis pas en train de prêcher pour le développement d'une nouvelle arme nucléaire. Non, nous l'avons déjà fait dans le passé. Nous avons acquis des connaissances et nous pouvons nous en servir. Mais la mise en place d'un tel dispositif ne se fait pas du jour au lendemain. L'approche nucléaire ne représente une menace pour personne. D'ailleurs, il serait bon de se défaire d'une partie des bombes nucléaires dont nous disposons sur Terre. Le danger, c'est qu'une explosion de ce type ne dévierait pas la trajectoire d'un astéroïde. Elle aurait une incidence imprévisible. Elle pourrait surtout le briser en morceaux au lieu de le dévier. Depuis l'épisode de TC3, David Morrison est convaincu que nous devrions nous atteler à découvrir la composition des astéroïdes qui nous menacent. Et le danger est réel, sous la forme d'un objet capable d'engendrer des conséquences dévastatrices. Apophis est un astéroïde particulier de 300 mètres de long qui pourrait anéantir un pays entier s'il devait percuter notre planète. C'est intéressant parce qu'en avril 2029, il doit frôler la Terre. On le verra d'ailleurs à l'œil nu dans le ciel. Et il y a une chance, une toute petite chance, qu'il repasse 7 ans plus tard et nous percute. Naturellement, ce n'est pas ce que nous voulons. Selon Morrison, nous devrions déjà nous intéresser à la composition d'Apophis, afin de pouvoir intervenir en 2029 si l'astéroïde menaçait de percuter la Terre. Pour bien observer un objet comme Apophis, il faut y envoyer un vaisseau spatial de reconnaissance. Un appareil qui vole en formation à ses côtés afin de l'étudier de près. Si nous décidions de lancer une mission vers Apophis dès maintenant, nous aurions le temps de trouver une parade avant qu'il ne soit trop tard. Cependant, l'expérience de TC3 démontre que dans certains cas, il est déjà trop tard. Nous savons que nous disposons des outils pour détecter et suivre les petits astéroïdes lorsqu'ils approchent de la Terre. C'est ce qui s'est produit avec TC3. Nous l'avons repéré, nous avons simulé son orbite, analysé les probabilités d'impact. Cette fois, c'était différent. Il se trouvait sur une trajectoire de collision. Et donc, l'analyse et les événements qui se sont enchaînés démontrent que nous avons le savoir-faire nécessaire. Ce qui est formidable avec TC3, c'est qu'il nous a permis de réaliser que les télescopes de recherche dont nous disposons peuvent repérer des objets comme TC3 lorsqu'ils approchent. Et comme le savent tous les amateurs d'astronomie, il existe des milliers de petits astéroïdes. Et il est très probable que nous y soyons confrontés un jour ou l'autre. Mais désormais, nous aurons plus de chances d'en détecter un. Le réseau de surveillance de l'espace s'améliore. Les moyens alloués à la recherche d'objets célestes augmentent et le temps consacré à l'observation s'allonge. J'espère ne jamais découvrir celui qui anéantira notre civilisation. Ça ruinerait ma journée. Mais un astéroïde de petite taille pourrait également causer d'importants dégâts. Clark Chapman travaille au Southwest Research Institute. Ce cosmologue estime que l'exemple de TC3 devrait nous permettre d'aborder la menace des astéroïdes sous un angle neuf. Depuis plus de 10 ans, mes collègues et moi étions préoccupés par les astéroïdes de plus d'1 kilomètre de diamètre. Nous ne pensions pas que les petits télescopes du programme de surveillance spatiale, car ils sont plus petits, seraient capables de voir des astéroïdes de petite taille. À présent, nous savons que nous pouvons les repérer, mais seulement lorsqu'ils se rapprochent de la Terre. Nous n'avions jamais envisagé de voir les objets dans leur approche finale vers la Terre. C'est un concept totalement nouveau dans la recherche d'astéroïdes télescopiques. L'alerte ne sera sans doute donnée que quelques jours avant l'impact. Aujourd'hui, nous pouvons prévenir les populations. Si nous donnons l'alerte plusieurs jours avant l'impact, les gens survivront.
Imaginons qu'un objet de 30 mètres de long se dirige droit sur San Francisco. L'impact doit avoir lieu dans une semaine. L'alerte est donnée. Il s'agit d'un astéroïde de classe F, un corps issu de la collision qui a donné naissance à TC3. Si un objet de cette taille explosait au-dessus de San Francisco, il anéantirait tout ce qui se trouve au nord de Market Street. Il détruirait les ponts, réduirait les immeubles en cendres. Il faudrait évacuer la ville. De nombreux scientifiques estiment que nous devrions déjà former des équipes d'intervention d'urgence destinées à anticiper la menace d'un astéroïde ou de tout autre désastre imminent. Tandis que la ville attend le moment de l'impact, la population est alertée et les rues se vident. Les gens s'enfuient par leurs propres moyens. Depuis la naissance du système solaire, des astéroïdes de toute taille ont percuté la Terre. Mais à présent, nous pouvons les voir venir. Grâce à l'exemple de TC3, nous savons que lorsqu'un petit astéroïde se dirige vers la Terre, il y a de grandes chances que nous puissions donner l'alerte des jours ou des semaines à l'avance, afin que la population ait le temps d'évacuer la zone d'impact. La catastrophe aura lieu, mais les gens auront fui le danger. Si nous anticipons la menace, lorsque viendra le moment, nous sauverons des milliers, voire des millions de vies.